bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. On continue notre semaine où on va parler un petit peu vélo, tiens, très étrangement pour un podcast de triathlon. Mais en tout cas, pour co-animer cet épisode, j'ai toujours Olivier de Scooter à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Marc Pickrit. Salut Marc. Salut Hermano, salut Olivier. Alors aujourd'hui, on avait effectivement décidé de parler de vélo puisque tu es un sportif, tu as grandi dans une famille de sportifs, tu t'es orienté dans une première vie, dans une première carrière vers la marine marchande, et puis, il y a d'autres choses qui te font rêver, et notamment le vélo. Donc déjà, première question, comment est-ce qu'on passe de la marine marchande au vélo ? Et puis on va revenir un petit peu après aussi sur les différents types de vélos, peut-être un peu d'historique des cadres de vélo et ceux sur lesquels tu as jeté ton dévolu dernièrement. Voilà, donc c'est pas quelque chose d'antagoniste, hein. Donc j'ai fait le vélo en même temps que la marine marchande, donc j'ai toujours fait ça, je me suis toujours intéressé à ça, notamment on en parlait autour des 24 heures vélo, donc dans notre unité là on faisait pas mal d'entraînement de vélo. J'étais surtout un peu préposé réparation vélo à l'époque, donc je réparais tout. Ah voilà l'origine. C'est ça, voilà, donc ça vient de là. Je réparais tout un tas de vieux vélos, et puis on chipote, on apprend sur le tas, et puis on s'intéresse de plus en plus à comment ça fonctionne. De nouveau, on en parlait aussi, et voilà, essayer de comprendre ce qui se passe et de jouer avec tout ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a commencé, j'imagine, pas sur des vélos carbone, notamment dans les vélos de l'unité quand vous prépariez les 24 heures vélo. C'était, tu l'as dit, des vieux vélos. Donc les vieux vélos, c'est quoi ? C'était de l'acier, de l'alu ? C'est ça, c'était encore de l'acier à l'époque. On chipotait sur les mécaniques. Il y a peu de vitesse à l'époque. C'était des vitesses encore au cadre, je me souviens. C'était la vieille mécanique. Attends, t'as dit que t'avais que 35 ans. Oui, c'est vrai, mais moi j'ai à peine connu ça parce que j'ai récupéré un vélo de mon grand-père, donc faut que tu m'expliques. On roulait sur des vélos récupérés à l'époque, et c'est vrai que c'était tout un challenge pour arriver à ce que ces vélos soient fonctionnels pour le jour de la course. Donc c'était aussi... Olivier, c'est un truc que tu peux pas comprendre parce que du haut de tes 20 ans, les vitesses sur le cadre, t'as pas dû connaître ça, toi. Si, non, j'ai connu, j'ai jamais roulé dessus, mais oui, bien sûr, je vois tout à fait de quoi il s'agit quand même. Plus sérieusement, là, on parlait de cadres acier. Après, on a eu une génération de cadres alu. On a toujours des vélos un peu en alu maintenant, mais surtout, depuis quelques années, on a du vélo avec du cadre en carbone. Est-ce que tu peux revenir avec nous justement sur ce que c'est qu'un vélo carbone, comme on l'appelle, comment fonctionne la fibre carbone, comment est-ce qu'on arrive à la façonner pour le transformer dans un cadre de vélo. Voilà, donc c'est tout un sujet, donc c'est vraiment passionnant. Il se trouve que mon travail de fin d'études, quand j'étais à la marine marchande, c'était sur les revêtements des cuves pour les chimiquiers justement en tout ce qui est composite, et c'est vraiment la base de tout ce qui est fibre de carbone, et donc c'est naturellement que je me suis intéressé à ça. Et donc évidemment les vélos en carbone et tout ce qui était pièces de sport en carbone, ça a beaucoup de sens, dans le sens où ce sont des matériaux qui sont très légers et très très résistants et très très rigides. Donc quand on compare ça aux métaux, et principalement l'acier, l'aluminium, tout ça, eh bien il y a un gros avantage de poids, mais aussi de rigidité et d'autres propriétés aussi d'ailleurs. L'intérêt, c'est que les fibres de carbone travaillent très très bien en traction. Ça veut dire que quand on tire dessus, c'est quasiment impossible de les casser, et donc on peut vraiment mettre des tractions énormes dessus. Alors par contre, le problème du carbone, c'est quand on va s'attaquer aux fibres de manière perpendiculaire. Quand on met des forces perpendiculaires aux fibres, comme elles sont très rigides, elles sont assez cassantes. Et c'est ça le problème du vélo en carbone en particulier, c'est que quand on a des chutes ou des chocs ou des impacts, eh bien ça vient casser ces fibres parce qu'on met les contraintes mal orientées. Par contre, quand on utilise ça dans le sens où c'est prévu, donc quand on tire dessus, eh bien c'est magique. Donc on a vraiment des tapis volants à la place de l'ancien acier qui était lourd, qui amortissait beaucoup l'énergie qu'on mettait dessus, et donc c'est vraiment c'est incroyable la différence qu'on peut observer.
Mais ça vient avec un coût, avec le coût de la fragilité dans certains cas. Donc voilà, ce sont des choses qui... Plus récemment, c'est vrai qu'on a vu quelques photos avec notamment Van der Poel avec son cintre cassé en deux. Il y en a eu, je sais qu'il y en a eu d'autres encore. Enfin, il y en a eu quelques-uns récemment, notamment chez Canyon. Je pense que Ouais. ils ont pris un sacré coup Canyon en ce moment. Exact. Ouais, et même de mon côté, enfin, je roule aussi sur Canyon et j'ai eu aussi un petit souci avec mon cadre récemment. Et c'est vrai que ce côté fragile, enfin, on le retrouve. C'est quelque chose qui n'existait pas avec l'alu. On voyait pas ce genre Non, c'est vrai. de cassure. C'est vrai. Alors la particularité de tous les métaux et particulier l'aluminium, c'est que dans une contrainte comme ça, une contrainte qui va excéder ce pourquoi le cadre est prévu, eh bien on voit que l'aluminium, l'acier, le métal va d'abord plier et donc il va prévenir en fait l'utilisateur et on va voir que il y aura une déformation, on appelle ça une déformation plastique, ça veut dire une déformation voilà qui va rester dans le temps. Et cette déformation va évidemment indiquer qu'il y a un problème et que le vélo a subi un choc ou quelque chose qui est dommageable. Le carbone, malheureusement, il prévient pas. Donc les fibres, elles vont casser d'un coup et on ne saura pas prédire avant la rupture. Donc ça va vraiment arriver tout d'un coup à la limite et ça va casser. Et c'est du coup assez dangereux puisque sur un choc, sur une chute ou quoi, ça peut arriver d'un seul coup et on peut pas s'en rendre compte sans vraiment inspecter de près le cadre. Et parfois même ce qu'on voit c'est que le cadre peut être cassé en profondeur et à l'extérieur on voit rien parce que notamment les peintures qui protègent les cadres et le carbone sont légèrement plus flexibles que le carbone lui-même, ce qui veut dire que la peinture peut prendre le choc et la déformation alors que le carbone en dessous peut casser. Donc c'est d'autant plus dangereux comme phénomène. Ouais. Donc dans certains cas, en fait, le cadre est cassé, mais on ne le voit absolument pas. Exactement, ouais, tout à fait. Et comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour s'en rendre compte? Eh bien, dans ce cas-là, il y a qu'une seule façon, c'est de sonder l'épaisseur du carbone, donc de prendre ce qu'on appelle des moyens de contrôle non destructif. Donc on va soit par des rayons X, soit par des ultrasons sonder le carbone et puis voir un peu l'intégrité de des couches de carbone qui sont sous la peinture. Donc ça c'est vraiment la seule façon de déterminer si le carbone est cassé ou pas. Ok, donc en cas de chute, même si a priori on voit rien, il vaut mieux venir chez Marc et faire un ultrason ou un... Oui, c'est ça. Donc c'est ce qu'on fait dans l'aéronautique notamment. Dans toutes les pièces aéronautiques, on inspecte régulièrement les pièces puisque le carbone, comme on dit, il prévient pas et donc il faut l'inspecter pour savoir s'il est affaibli, s'il est déjà à moitié cassé à l'intérieur ou pas, sans qu'on puisse le savoir à l'extérieur. Donc et donc tout ça finalement c'est des bonnes pratiques en fait que tu as apprises dans la marine marchande et qu'aujourd'hui tu appliques au vélo. Oui, ce sont des choses que j'ai découvertes un peu par hasard, enfin pas tout à fait par hasard évidemment, mais quand je faisais la marine marchande, je me suis intéressé à ça et puis évidemment j'ai tout de suite voulu transposer ça au vélo et c'est vrai que le vélo, surtout à l'époque, c'était le début des carbones et donc il n'y avait pas beaucoup de marché, c'était vraiment quelque chose d'assez neuf et donc tout ce qui était utilisé en industrie carbone pour le vélo, c'était quelque chose qui venait directement de l'industrie aéronautique, donc c'était pas du tout spécifique et donc tout ce qui était recherche parallèlement à ça, c'était vraiment gouverné par l'industrie aéronautique et donc c'était quelque chose qui m'intéressait d'un petit peu spécialiser les choses et de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour améliorer tout ça. Donc oui, ça m'a toujours intéressé de comprendre d'abord et puis une fois qu'on a compris, d'essayer d'améliorer les choses évidemment. Et aujourd'hui, on parle, je sais qu'on parle d'autres matériaux aussi, on parle notamment du titane. Qu'est-ce que t'en penses et est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les différences? Alors, le titane, c'est intéressant parce que le titane, c'est un métal qui est un peu comme l'aluminium, donc aux mêmes épaisseurs, il va être beaucoup plus rigide, il va être beaucoup plus solide, donc c'est un intérêt certain. Maintenant, comparé au carbone, ça reste plus lourd et ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des vibrations, il y a donc les matériaux vont absorber les vibrations de façon différente en fonction de leur propriété et donc en général, le carbone, quand il est bien construit, donc quand les fibres sont mises orientées de façon optimale, on observe une bonne absorption des vibrations sur la route et ce qui confère
voilà, quelque chose de tout à fait confortable, beaucoup plus confortable que des anciens cadres beaucoup plus rigides et qui sont voilà, et qui vont pas forcément rendre plus d'énergie pour autant. La rigidité, c'est pas forcément quelque chose qui va améliorer le transfert d'énergie, mais surtout fatiguer l'utilisateur en mettant des vibrations qui sont tout à fait inutiles. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose qui est drastique, hein, la différence. Enfin, quand on roule sur un vélo carbone ou un vélo aluminium, on sent complètement la différence, enfin la réactivité du vélo et tout. On voit qu'il y a pas c'est pas la même souplesse. Et ça fait une grande différence. Et du coup, ça c'est principalement une question de confort, alors tu dis. Ça va jouer beaucoup sur le confort et puis aussi sur le transfert d'énergie, parce que les fibres de carbone, quand elles sont bien orientées, permettent vraiment un transfert quasiment optimal de l'énergie. Et on perd beaucoup moins d'énergie en flexion. Dès qu'on a une déformation élastique, donc une déformation qui va revenir une fois qu'on enlève la contrainte, eh bien ces déformations-là, elles prennent de l'énergie, elles volent de l'énergie, et donc on transfère beaucoup d'énergie dans cette déformation au lieu de le transmettre directement à la transmission et puis à la roue arrière. Et pour parvenir à optimiser ça, du coup, on doit superposer des couches faites de fibres carbone les unes sur les autres dans un certain sens. Enfin, c'est vraiment tout un art. Hein. C'est ça. Donc le carbone en tant que tel, il vient sous forme de tissu. Donc c'est vraiment comme un pull. Hein, ça ressemble à une chemise ou un pull. Donc c'est vraiment du tressage. Et donc les fibres, elles sont orientées de plusieurs façons. Alors il y a soit des fibres qui sont ce qu'on appelle unidirectionnelles, donc qui sont dans un seul sens. C'est ce qu'on voit de plus en plus sur les vélos dernière génération. Et puis, ce qu'on utilisait avant, et encore maintenant à certains endroits, sont des fibres qui sont tressées avec des angles, donc 90 degrés, 45 degrés, des choses comme ça. Et ces tissages-là vont avoir des propriétés qui sont beaucoup plus absorbantes pour les chocs, mais par contre qui sont beaucoup moins optimisées. Donc, il y a forcément la moitié des fibres qui sont orientées de façon optimale et l'autre moitié qui n'est pas du tout optimalisée. Donc c'est la moitié des fibres qui sont perdues. Donc on perd la moitié du poids de la matière quand on fait du tressage comme ça. Donc la plupart des vélos de dernière génération sont vraiment construits autour des fibres unidirectionnelles pour orienter ces fibres. Maintenant, l'impact de ça, c'est que les vélos sont de plus en plus fragiles, du coup, puisque ces fibres unidirectionnelles sont beaucoup moins résistantes au choc, à l'impact. Donc, l'une de mes premières questions, c'était justement comment est-ce qu'on façonne un cadre en carbone, parce que tu dis que le carbone, ça vient comme du tissu. Comment est-ce que on travaille avec ce tissu ? C'est quoi ? C'est finalement un cadre carbone, c'est un mélange de ce tissu et d'une résine qu'on va mettre autour pour faire tenir les fibres. Comment ça fonctionne ? Exactement. Donc, ce sont des résines époxy. Donc, pour voir un peu ce que c'est, vous avez sans doute tous vu de la colle araldite. Donc, vous voyez ces colles bicomposants qui permettent de coller à peu près n'importe quoi. C'est à peu près la même chose que ça. Donc, ce sont les mêmes composés chimiques. Et donc, ces résines-là, lorsqu'on les mélange, eh bien, elles durcissent et donc elles piègent les fibres dans la position où elles sont mises. Donc, si on met ces fibres dans un moule et qu'on injecte cette résine dans le moule, ça va figer l'orientation des fibres et ça va faire de ce tissu souple un solide. Donc, typiquement un cadre ou n'importe quelle forme qu'on veut lui donner. Et toute la difficulté, évidemment, ça vient d'orienter ces fibres et de faire ces moulages avec les formes qu'on veut, en orientant ces fibres. Et donc, quand on construit un objet, un cadre en particulier, eh bien, on coupe des petits morceaux de tissu qu'on va mettre dans un moule. Et donc, c'est vraiment un puzzle gigantesque avec plusieurs centaines de pièces où on va orienter ces petites fibres et ces petites sections de tissu dans les orientations optimales. Et donc, tout un travail de recherche derrière pour pouvoir savoir comment orienter ces fibres et où gagner du poids, où en ajouter pour avoir une meilleure transmission d'énergie, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la recherche qui va faire la différence. Le vélo carbone, on le sait, est quand même nettement plus cher qu'un vélo aluminium. Alors, est-ce que c'est dû à la matière première ou est-ce que c'est dû surtout à la main-d'œuvre ? Parce que finalement, ça prend beaucoup plus de temps de faire un cadre carbone, par exemple, qu'un cadre alu. Oui, alors il y a plusieurs aspects pour justifier la différence de prix. Il y a d'une part les matériaux qui sont plus chers que l'aluminium, donc le carbone étant plus cher que l'aluminium. Il y a toute la recherche qui va derrière. La recherche pour le vélo aluminium, il est déjà amorti depuis très longtemps, donc ça diminue beaucoup les coûts. Donc la recherche pour savoir comment inventer ces fibres, ça prend beaucoup de temps et c'est ça qui prend aussi pas mal dans le budget.
Et puis il y a la manœuvre, parce que comme c'est un puzzle et qu'il faut orienter toutes ces fibres et construire ce puzzle, ben c'est beaucoup de manœuvres, et donc c'est quasiment forcément voilà, tout fait à la main. Donc oui, c'est ça, c'est un travail très manuel, c'est ce que j'avais demandé. Ouais, tout à fait. Je me souviens que sur les vélos d'ancienne génération, on parle là de vélos avec des cadres alu ou des cadres même acier, c'était des tubes que l'on soudait entre eux dans un cadre carbone. En fait, ça va être un moule géant dans lequel on va poser les fibres de carbone, et après on va venir injecter la résine et il y aura plus de soudure, ou ça va être des tubes qu'on va souder entre eux? Alors voilà, il y a les deux. Donc dans le temps et au tout début du carbone, eh bien c'était des tubes qu'on venait assembler. Donc les premiers vélos étaient comme ça, donc c'était des tubes en carbone qui remplaçaient vraiment l'aluminium ou l'acier à l'époque, et qui on venait vraiment coller. Donc c'était des fibres qu'on venait coller séparément après le durcissage. Et donc c'était bien, mais ça comportait quand même des grosses faiblesses au point de jonction. Et puis on a commencé à faire les cadres monocoques, donc c'est-à-dire mettre les fibres dans le prolongement tout au long de la section, donc de plus avoir ces jonctions collées par après, mais d'avoir vraiment ce cadre en une seule pièce, qui permet évidemment de diminuer beaucoup le poids pour la même efficacité, et puis qui permet d'avoir des fibres qui travaillent beaucoup mieux. Et aujourd'hui, Marc, est-ce que il y a des nouveaux matériaux peut-être qui challengent le carbone, ou bien est-ce que définitivement le carbone, a priori, on va y rester pour encore un bon moment, parce que il y a rien d'aussi bien? Alors dans un premier temps, je dirais que le carbone, c'est encore une valeur sûre pour quelques années, ça certainement, mais il y a quand même des matériaux intéressants qui viennent doucement sur le marché. Donc naturellement, tout ce qui est nanotechnologie, donc tout ce qui est nano avec les tubes de carbone, ça c'est vraiment très intéressant. La problématique avec tous ces nouveaux matériaux, c'est de savoir comment les incorporer pour pouvoir en produire en masse, et puis comment pouvoir les utiliser au mieux dans les structures qu'on veut construire. Donc c'est pas si facile que ça. Et donc c'est ça qui va mettre un petit peu de temps à faire que ces matériaux arrivent vraiment sur le marché. Mais c'est sûr qu'il y aura des choses encore assez incroyables qui vont arriver dans les prochaines décennies, ça c'est certain. Donc oui, il y a des choses incroyables qui vont arriver. Mais pour l'instant, le carbone, encore pour quelques années, restera la vraie valeur sûre, je pense. On n'en a pas encore parlé, mais l'une de tes activités, justement maintenant, c'est la réparation des cadres carbone. Comment est-ce que on répare un cadre? Alors, tu nous as expliqué comment est-ce qu'ils étaient construits, comment est-ce qu'ils étaient façonnés, mais comment est-ce qu'on répare un cadre carbone qui a été abîmé? Alors, le tout, c'est de savoir d'abord comprendre comment le cadre est construit. Donc, quand on a commencé à comprendre que les cadres sont construits avec des fibres, et que ces fibres est tenue avec la résine, eh bien on peut se rendre compte que comme les cadres étaient collés avant, eh bien on peut recommencer à reconstruire les parties qui sont abîmées. Donc la façon dont on procède, c'est poncer, donc enlever la matière qui est abîmée, donc autour de la fissure ou de l'impact, eh bien on va enlever de la matière, donc on va poncer, enlever ces fibres et cette résine. Et puis on va commencer à rajouter du tissu, donc du nouveau tissu qu'on va venir souder, donc coller à la partie qui a été abîmée. Et donc on va orienter ces fibres évidemment dans un sens qui est opportun par rapport à l'endroit qu'on veut réparer. C'est hyper critique évidemment. Et donc on va comme ça venir coller sous vide ces nouveaux tissus, et ça va recommencer. Donc ça va reconstruire l'intégrité de cette épaisseur, et retransmettre les forces entre les différentes fibres. Donc on considère que une fibre qui est contiguë à une autre fibre sur une distance suffisante permet de transmettre les efforts comme s'il était continu. Donc donc on peut avoir deux fibres qui sont parallèles et qui sont collées l'une à l'autre. Ça a le même impact que d'avoir une seule fibre continue. Évidemment, quand on peut en mettre qu'une seule, on le fait, mais quand on doit réparer, qu'on doit mettre deux fibres au lieu d'une, on peut le faire, et puis on peut comme ça reconstruire les sections qui sont abîmées. Oh, si ça pouvait fonctionner pareil pour les fibres musculaires, parce qu'on parle bien de fibres oui. de carbone, si on pouvait avoir pareil avec les fibres musculaires, ça serait pas mal. Hein. Ça serait bien. Quelques réparations là. Et donc finalement, le carbone, ça a aussi cet avantage, c'est que tu peux le réparer. Là où un cadre aluminium, à partir du moment où l'aluminium, ton cadre il est plié, compliqué de le réparer, quoi. Oui, alors théoriquement c'est possible de réparer l'aluminium. L'acier on peut le souder assez facilement. L'aluminium c'est déjà beaucoup plus compliqué. Surtout les alliages actuels pour les vélos sont des alliages qui sont très difficiles à ressouder. Donc s'il faut remettre un tube ou quoi, il faut travailler sous atmosphère protectrice, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le carbone a cet avantage de pouvoir être réparé, je dirais quasiment à n'importe quel endroit.
Ça dépend évidemment du temps et du budget qu'on veut y consacrer, mais c'est vraiment la limite, je dirais. Quand on voit le cintre des canyons qui ont pété il y a quelques temps, je suis pas certain qu'on puisse les réparer, ceux-là. Non, en théorie on pourrait, mais je pense que c'est pas tellement intéressant. Non, je crois qu'il faut surtout se poser la question de pourquoi ça a cassé et savoir pourquoi est-ce que les sections sont pas plus épaisses à cet endroit-là, et c'est ça qu'il faut chercher, bien sûr. Et pourtant, alors c'est relativement facile, comme tu dis, parce qu'on peut le réparer. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'endroits en fait où on peut réparer son cadre carbone, d'endroits où moi je peux aller, de réparateurs, de mécanos, où je puisse moi-même aller avec mon vélo. Tous les mécanos, tous les magasins de vélo ne vont pas proposer ce genre de service. C'est difficile de trouver quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Oui, il y a relativement peu de gens qui travaillent ça, parce que d'abord c'est assez technique en termes de résine et de façon de travailler, donc ça c'est une chose qu'il faut bien maîtriser. En plus, il faut être sûr de son coup quand on met les fibres dans la bonne orientation. Si on met les fibres dans une orientation qui n'est pas judicieuse, eh bien ça peut vraiment ruiner le cadre et la façon dont il travaille, donc c'est vraiment dommage. Donc il faut bien penser avant de travailler, c'est sûr. Tu nous as dit que t'aimais bien apprendre à comprendre les choses. De la marine marchande, il n'y avait qu'un pas pour toi jusqu'à justement appréhender le carbone, l'utiliser, le réparer. Je pense qu'il y aura qu'un pas aussi sur justement le positionnement du cycliste sur le vélo, et c'est un point qu'on avait prévu d'aborder dans l'épisode de demain. Et oui, tout à fait. Oui, c'est un autre aspect du vélo, donc comprendre ce qui se passe et comprendre comment on est sur une machine et comment ça fonctionne, et c'est un sujet aussi vaste et super intéressant. Passionnant. Super. Eh bien, on voit tout ça ensemble demain. À demain. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.